et c'était le plus important. Ouais, c'est vrai que on refait un peu le match depuis hier. Andrew, selon toi, avec tes yeux de spécialiste et également d'anciens internationaux néo-zélandais, où les Français ont-ils péché, où ont-ils fauté hier soir? Je pense qu'il y avait un peu de chance dans le match, surtout les Sud-Africains, ils ont bien joué pour faire les coups de pied larges, pour mettre du trou large, pour rivaliser, se mettre dans l'air pour prendre les ballons, et ils en ont profité. Donc il y avait un peu de chance, peut-être, je peux même pas dire mal défendu du tout. C'est pas possible de défendre partout. Donc les Sud-Africains, ils ont bien joué, mais par contre les essais sud-africains semblaient un peu plus faciles ou un peu plus chanceux que de la France. C'est vrai, c'est vrai. Johan, comment tu l'expliques? Est-ce que c'est la pression de cette équipe sud-africaine, la pression qu'ils exercent, qui font qu'aussi on a craqué un peu facilement en une ou deux passes sur ces 2-3 essais là? Non, c'était étudié. C'est pas forcément la pression qu'ils ont exercée. Enfermer Thomas Ramos d'un côté pour taper des chandelles sur Jalibert, Louis Bielbarré, voilà, pour les mettre un peu sous pression parce qu'ils avaient des joueurs, des jeunes joueurs. Tactiquement, c'est super bien joué. Après, nous, on n'a pas su trouver les solutions et on est une équipe aussi qui a pas eu souvent l'habitude d'avoir la possession. Et je trouve qu'on a énormément eu la possession sur ce match-là. 60% à peu près. Hein. Je n'ai pas regardé les stats ce matin, mais c'était ce qu'il y avait hier soir, il me semble, pendant le match. Et en première mi-temps, on est monté jusqu'à 70, je crois. Ouais. Donc c'est énorme, d'autant plus que depuis 4 ans, on n'a pas été habitué à avoir cette possession-là. Donc il y a ce mélange, et surtout quand on voit Faf de Clerc qui rentre avec Pollard, et on se dit que c'est une charnière qui est déjà championne du monde, avec une expérience collective un peu plus forte que la nôtre. Donc à ce moment-là, on se dit qu'il y a un tournant qui peut s'opérer, quoi. Ça c'est sûr. Oui, en gros, il y avait 70% de moyenne de sélection dans les 23 Sud-Africains. Il y en avait 37 de moyenne côté français. L'expérience collective, elle s'exprime aussi au travers de cette statistique. C'est le banc, Andrew, qui a fait la différence hier, quand autant par sa fraîcheur que par son expérience. Oui, je pense qu'ils sont habitués à jouer comme ça, les Sud-Africains. Des fois, on a vu même Kitshoff et Malherbe qui normalement viennent du banc. Depuis des années, ils ont changé cette saison, mais ils sont tous habitués de venir à n'importe quel moment pour ajouter quelque chose. Et quand on voit l'expérience, comme il a dit Johan, le 9 et 10 sur le banc, même s'ils commencent très bien, ils commencent avec l'attaque et tout ça, avec Libock. Et ils ont mis un peu de pression sur les Français, mais les Français également, sur les Sud-Africains. Donc, mais c'est un peu luxe d'avoir cette qualité de joueur sur le banc. Et c'est évident samedi soir également pour les Néo-Zélandais, je pense. Bon, venons-en quand même au dossier qui fâche. Et là, j'introduis Laurent Cardona qui est avec nous. Mais on va d'abord, avant cela, écouter Antoine Dupont. C'était hier en conférence de presse. Quand même des actions qui sont... Enfin, après, c'est dur d'avoir ce discours-là parce qu'il y a beaucoup de déception, de frustration. Mais il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler, qui l'ont pas été. Je sais pas si le match il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit en ruck, c'est quand même des choses faciles à siffler, mais encore une fois, j'ai pas envie de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Ah, bonne question posée hier par Antoine Dupont, toujours aussi tranchant, toujours aussi pertinent dans ses interventions. Voilà, c'est un dossier. Laurent Cardona, bonsoir. On est bien sûr content de t'avoir avec nous pour ce dossier épineux. Voilà, parce que moi j'en ai entendu toute la journée. Tout le monde a parlé de Monsieur O'Keefe. Est-ce qu'il a bien arbitré, pas arbitré, etc. Bon, on est souvent habitué au rugby à avoir quand même des discussions sur l'arbitrage. On sait que c'est complexe, mais déjà, selon toi, Laurent, est-ce que M. O'Keefe a livré un bon match? Non. Voilà, tout à fait. Pour être tout à fait transparent avec vous, je m'attendais pas du tout à cette prestation-là de sa part. Je trouve vraiment que c'est un excellent arbitre de très haut niveau, dont World Rugby peut compter dessus. Mais là, il a peut-être été, comme ça peut arriver, à des grands joueurs. Je pense qu'il est passé à côté
pas de son match, mais à côté de quelques décisions, j'ai pas envie de dire facile parce que l'arbitrage de rugby n'est pas facile et je sais de quoi je parle, mais des choses factuelles sur lesquelles il est passé à côté, et je n'arrive pas, même en ayant revu le match aujourd'hui, en ayant analysé avec Alexandre Ruiz, qui est le manager du Soyo Angoulême, avec qui on parle beaucoup bien évidemment d'arbitrage. On n'a pas pu décrire correctement le pourquoi du comment. Voilà, on arrive à passer à côté, et malheureusement, je pense qu'il est passé à côté sur un grand événement. Oui, ça peut arriver. Les jeunes, 34 ans aussi. Oui. Je pense pas qu'il avait déjà arbitré un quart de finale il y a 4 ans. Jamais. Non, jamais. Et c'était son premier, oui, Lucien. Je me demandais, c'est laquelle décision, Laurent, qui t'a le plus choqué de Monsieur O'Keefe? C'est une décision dont on parle pas beaucoup, et pourtant qui m'a choqué parce que c'est une décision factuelle et très facile à prendre. Je vais écorcher son nom, mais c'est le pilier sud-africain rouquin. Alors on est rouquins tous les deux, donc c'est pas un délit de faciès, bien évidemment. Mais 50-23, petit ruck rapide de la part des Français. Kitchov se jette sur le ballon et tape volontairement vers l'avant, dans les mains sur le ballon, dans les mains d'Antoine Dupont. Et il siffle un simple en avant. Ouais, je vois. Et ce qui m'a gêné, c'est qu'il est allé à l'encontre de ce que dit la règle. C'est là que ça m'a beaucoup posé un énorme problème. Parce que la règle, que je consulte assez régulièrement, dit clairement, un joueur ne doit pas intentionnellement projeter le ballon en avant avec la main ou le bras. Sanction, 2 petits points, pénalité. Donc il a décidé de prendre une décision contraire au règlement sur une situation simple, arrêtée, parce qu'après vous allez me parler de jeu au sol et c'est normal, vous allez me parler de tout un tas de choses et on va en parler. On va y venir. Mais quand on est sur une situation simple, posée, calme, à prendre une décision, pourquoi on inverse et on n'applique pas le règlement comme il est écrit? D'ailleurs, Antoine Dupont s'en est agacé à ce moment-là et il en a fait part tout de suite. Andrew, tu voulais réagir? Oui, Laurent, je voulais savoir s'il y a une approche différente pour les phases finales des arbitres. Est-ce qu'on leur demande d'arbitrer différemment que dans les matchs de poule? Parce qu'il semble que dans la plupart des matchs du week-end, il y avait moins de pénalités, il y avait moins des fois, il y avait des fautes qui allaient sans se faire siffler. On a été moins rigoureux, on a eu l'impression, notamment sur la lecture des phases de ruck. Johan Huget, est-ce qu'il y a des choses, toi, des actions qui te reviennent en tête et sur lesquelles tu voudrais interpeller peut-être Laurent Cardona? On les a tous vus, les fautes. Elles repassent en boucle sur tous les réseaux. Il y a celle aussi en avant repris devant, mais il considère que le joueur qui a repris derrière, en fait, c'est très compliqué de revenir sur toutes ces petites scories. Mais à ce niveau-là, quand même, il faut le dire, on fait le dos rond depuis le début de la compétition. L'équipe de France démarre avec un gros en avant face à la Nouvelle-Zélande. On dit rien parce que l'équipe de France gagne. Mais aujourd'hui, on a été sur une compétition vraiment compliquée au niveau de l'arbitrage. Les coups de tête contre tête, au début, c'était rouge direct. Ouais. Maintenant, c'est jaune, bunker qui reste au jaune. Donc, soit on protège les joueurs. Donc, quand il y a tête contre tête, c'est rouge. Parce qu'il faut être maître de ses actions et ça peut porter préjudice. Parce que si SCB ne prend pas Winnie Antonio, qui prend Antoine ou un plus petit gabarit, il revient jamais, le mec. Je vous le dis sincèrement, avec la vitesse dont il arrive. Surtout que, et après, Johan, juste sur ce point, la circonstance atténuante qui fait que c'est pas un haut degré de danger, c'est quoi? C'est le crochet intérieur d'Antonio? C'est ça que moi j'ai pas compris. Oui, c'est ça. C'est ce qui a été pris par le corps arbitral, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que le changement de direction brutal de Winnie Antonio n'a pas permis à SCBS de pouvoir changer sa technique de plaquage, et du coup ils ont considéré que le choc tête contre tête était le facteur atténuant, c'était le changement de course, donc c'est pour ça qu'ils sont restés à carton jaune. Mais moi, je suis d'accord avec cette décision-là, parce que si on applique, comme dit Johan, choc à la tête rouge, on va avoir des rouges 4 par match. Alors, au début, on les aura 4 par match. Mais après, ils vont se blesser, les mecs. Mais c'est tête contre tête. Enfin, c'est dans le jeu, on est là pour protéger quand même. Je suis d'accord avec toi. Je suis content qu'on mette quand même un peu d'analyse sur toutes ces situations-là.
et qu'on mette pas systématiquement des rouges, parce que des fois il y a eu des chocs tête contre tête. On voit Corey en tout début, Argentine-Angleterre, Curry qui a pris un carton rouge qui semblait plutôt très sévère, peut-être avec un peu d'analyse en fin de tournoi. Ce carton rouge aurait été peut-être qu'un jaune, et je suis d'accord sur le fait, comme vous le dites très bien, au début de la compétition, des rouges pleuvaient toutes les 5 minutes. Et là, dans les phases finales, je réponds à Andrew, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'analyse et beaucoup plus, parce qu'on ne veut pas exclure un joueur qui, sur un match à balles réelles, qui fait basculer la rencontre, etc. etc. Donc oui, je pense qu'il y a énormément plus d'analyse, et que pour mettre un carton rouge, il faut vraiment que ce soit totalement indiscutable. 0826 300 300, les auditeurs sont avec nous sur Sud Radio aussi pour revenir avec vous, messieurs, Johan Huget, Andrew Mertens, Laurent Cardona et toute la team Sud Radio, revenir quand même sur ces questions d'arbitrage qu'on n'a pas toujours bien compris. C'est Thomas d'Albi qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir, salut à tous. Salut. Alors quoi, qu'est-ce que tu penses de cet arbitrage, et est-ce qu'il y a une décision qui t'a choqué, Thomas? Moi je suis écœuré, en colère et écœuré. Et une décision qui m'a choqué, il y en a plusieurs honnêtement, parce que là on nous explique gentiment que si nos joueurs avaient rattrapé des ballons hauts, on n'aurait pas eu pris d'essai, etc. Faut quand même rappeler que sur chacune des actions à la base, il y a un turnover par exemple qui est complètement illicite de Vermeulen. Et ça a été ça tout le match. Tout le match. Tu peux pas jouer quand les mecs sont hors jeu, quand les mecs pourrissent tous les rugs, c'est juste pas possible. Et tout le match ça a été ça. Donc ça m'agace. Et après, quand j'entends Laurent Cardona qui me dit il est passé à côté de son match, eh ben moi je commence à me poser la question, parce que est-ce qu'il est vraiment passé à côté de son match? Est-ce que le mec, c'est pas un incompétent, hein. Je pense que c'est un bon arbitre. Alors pourquoi on se fait truander sur ce match-là? En 2011, on se fait truander, en 95 aussi, en 2015, c'est l'Écosse qui se fait truander, pas encore un arbitre très connu. Je veux dire, il n'y a plus une Coupe du Monde sans un scandale quasiment arbitral, et des scandales qui sont clairs, nets et très 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 visualisables, et bien souvent au profit d'une nation de l'hémisphère sud par un arbitre de l'hémisphère sud. C'est intéressant, en tout cas on va faire réagir nos consultants. Laurent, juste, est-ce que tu penses que c'est un problème de la France et de sa représentativité dans les instances, parce que quand même le patron des arbitres, c'est Joël Juge, il est français. Oui, clairement, je comprends l'écœurement, mais je peux pas adhérer à la conspiration de l'hémisphère sud contre l'hémisphère nord, et heureusement que c'est pas le nombre de sièges à World Rugby qui fait gagner les équipes ou qui les fait perdre. Sinon, on s'en sortirait plus. Non, vraiment la conspiration, j'y crois pas du tout. Effectivement, Joël Juge est patron des arbitres de la World Rugby. Les Fidjiens peuvent crier peut-être au scandale sur Mathieu Rénal. Enfin, on a les 4 arbitres principaux des quarts de finale. On a l'impression que c'est tous des pompes à vélo. Donc non, on peut pas dire ça. C'est les 4 meilleurs du monde qui sont là. Il y en a pas beaucoup mieux. En tout cas, ils sont là. Donc, sauf peut-être Wayne Barnes qui n'a absolument pas été critiqué par l'Irlande sur son match, parce que je trouve qu'il a fait une excellente prestation. Le boss. Mais les 3 autres, alors pas de chance pour Jaco Paper qui a été remplacé par Carl Dixon. Carl Dixon a été énormément critiqué, Mathieu Rénal a été énormément critiqué, Ben O'Keefe. Donc non, on peut pas considérer que les 4 arbitres les meilleurs mondiaux sont pas bons, quoi. C'est pas possible. Et Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette action qui est plutôt en notre faveur, où Faf de Clercq envoie le ballon sur Cameron Wauquiez et il ne donne que mêlée? Ça c'était. Voilà, je merci énormément de relever cette situation. Il aurait pu tout à fait mettre pénalité sans aucun problème s'il y avait conspiration contre les Français. C'est une excellente décision qu'a pris Ben O'Keefe, parce qu'il y avait une volonté d'aller chercher le joueur au sol, parce que Ben O'Keefe montre aux joueurs sud-africains que le joueur visé est là-bas et le joueur bleu est là. On le voit très bien signalé, donc il n'accorde rien. Et j'ai trouvé que c'était une excellente décision en faveur de l'équipe de France. Donc, on ne peut pas tout charger sur le dos de Ben O'Keefe. S'ils perdent le match, les Sud-Africains, ils auraient pu se plaindre de cette décision, en fait. Ils auraient pu, mais parce que Rassi Erasmus ne se gêne pas pour faire des clips de 4 minutes sur Twitter et en mettre plein la gueule aux arbitres du monde. Personne ne lui dit rien, et maintenant il a le droit d'être dans la tribune et d'être dans le stade du Sudaf. Vous voyez, les Sudaf se permettent plein de choses que les Français ne se sont jamais permis. Oui, effectivement, ils auraient pu le relever, mais bon, comme ils font d'habitude quand ils perdent.
Thomas, on peut te libérer, on doit faire une pause, mais si tu veux rester avec nous, tu es bien sûr le bienvenu pour continuer ce débat avec Laurent Cardona et Andrew Mertens, Yoann Huget, bien sûr. Vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. On débrief de ce match qui nous a fait si mal, cette élimination des Français face à l'Afrique du Sud. À tout de suite. Et François Trio. Avec vous, les auditeurs Sud Radio, les passionnés de rugby, les déçus, les tristes du lundi. Oui, on est nombreux. Et j'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui, voilà, même dans les rues où on est un anonyme à Paris, nous disant c'est dur, c'est triste, c'est terrible. Et oui, puis on a une pensée quand même pour les joueurs, voilà, et les joueurs qui ont donné autant. 3 mois de préparation et puis ça s'arrête comme ça pour un point. Un point aussi, c'était la même chose. Il y a 4 ans, Yoann Huget qui est avec nous et c'est toujours très 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 dur. Juste avant de repartir sur un peu le débrief de l'arbitrage, Yoann, c'est vrai que perdre d'un point, tu l'as vécu à Tokyo il y a 4 ans, perdre d'un point pour sa Coupe du Monde en France, c'est quand même pour les joueurs, comment ils vont s'en remettre selon toi? Je pense qu'il faut repartir de l'avant, rentrer en club, retrouver son quotidien, ses amis, sa famille. Et moi, je partirai pas en vacances spécialement et personnellement. Voilà, j'essaierai le top 14 va reprendre sa place ici, donc voilà, retrouver ce collectif, ce quotidien qu'ils ont et vite tourner la page. C'est pour moi partir en vacances maintenant, tout le monde va leur taper dans le dos en disant qu'ils sont fait avoir. C'est difficile de partir en vacances avec la tête un peu chargée. Ouais. Andrew, comment s'en remettre? Toi, t'as vécu toi la finale de 95 et bon, c'était pas pareil. T'étais quand même en finale. En 95, j'étais jeune, donc j'avais l'occasion de me remettre de suite parce que je suis rentré en Nouvelle-Zélande. Une semaine après, j'ai joué avec ma province, avec Canterbury. On a eu un match, j'ai fait 20 minutes. Bon, j'étais toujours jeune, donc j'étais capable de faire pas mal de rugby. Donc, et le lendemain de ça, donc 8 jours après la finale, j'ai joué avec mon club à Christchurch. Et on a gagné avec 80 points, ça n'a pas aidé pour la défaite contre les Sud-Africains. Mais il faut remettre de suite. Mais après, rien ne va changer. 99, quand on a perdu contre les Français, c'était l'été en Nouvelle-Zélande. Donc on a eu tout l'été pour y réfléchir. Pour ruminer. C'était horrible. Et en fait, le truc, c'est que les Néo-Zélandais sont dingues. Et il y avait le cheval de notre entraîneur qui était propriétaire d'un cheval, qui allait à Christchurch pour une course, et les gens ont craqué. Ah, il crachait sur le cheval. Même pas l'entraîneur, notre entraîneur, il a craqué contre le cheval, donc c'était vraiment, c'est dur à gérer en fait. Voilà, on espère que Fabien Galtier n'a pas de cheval, mais enfin bon, c'est peut-être pas la même situation. Thomas Dalby toujours avec nous, Laurent Cardona aussi. On revient quand même sur ces décisions arbitrales qui font parler en ce lundi, Thomas. Est-ce qu'il y en a une autre sur laquelle tu veux revenir là? On en a parlé juste avant, mais est-ce qu'il y en a une deuxième qui t'a hérissé le poil? L'attentat de Peter Steve Dutoit sur Danty. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un attentat. Qui n'est pas montré à la réalisation. C'est ce que il s'est plaint de ça de l'agent Danty. Et puis il est coutumier du fait, l'animal, hein. Donc bon. Ouais. On va dire ça, c'est effectivement dans la culture sud-africaine, on va dire, Laurent Cardona, pour être poli. Est-ce que là c'était au-delà de la règle, Laurent? Difficile à dire. Je comprends ce que dit Thomas, mais on n'a pas beaucoup d'images. On a vraiment la sensation, effectivement, on a utilisé le mot attentat, mais en tout cas, du jeu déloyal, j'ai utilisé plus le terme arbitre sur Jonathan Danty, mais encore une fois, la Real qui est maîtrisée par World Rugby a pour consigne clairement de ne surtout pas remontrer des images de violence, des polémiques arbitrales, etc., etc. Donc effectivement, on n'a pas pu se faire une idée en direct ou au ralenti. Donc on va considérer que oui, il y avait certainement des images à revoir par l'équipe vidéo, mais que malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là.
Thomas, on va te remercier d'avoir été avec nous parce que d'autres auditeurs sont avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Thomas Dalby, fidèle auditeur de Sud Radio, et bien sûr, on va ruminer ça encore un petit peu comme racontait Andrew, mais voilà, on va repartir parce qu'on a aussi du talent et des jeunes dans ce 15 de France. Revenons quand même aussi, mon cher Laurent Cardona, sur cette interception en début de match, parce qu'elle a une incidence, cette interception tentée par Edzebet. Selon l'arbitre, il a rabattu vers l'arrière. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai commenté, j'ai eu la sensation que j'ai vu un en avant, quoi. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi. Écoute, la question est tout à fait légitime. On est encore dans le jeu déloyal, parce que faire un en avant volontaire, ça fait partie du cadre du jeu déloyal. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer dans le protocole vidéo. Ben O'Keefe pouvait tout à fait appeler la vidéo sur ce cas-là. Bon, pour être tout à fait sincère, j'ai quand même la sensation que Edzebet fait un geste de grande classe, tape sur le ballon, et j'ai vraiment la sensation que le ballon part vers l'arrière. Ce n'est qu'une sensation avec le peu d'images qu'on a pu avoir. Mais je pense que Ben O'Keefe, sur ce cas-là, aurait dû éclaircir la situation et ne pas laisser de doute, ni pour lui, ni pour le grand public, parce que finalement, quand on arbitre, on sait très bien comment ça se passe. La validation du grand public de nos décisions, aussi importante soit-elle, est aussi important pour un arbitre. Donc, un appel vidéo aurait été tout à fait opportun. On était bien placé. Il n'y a eu qu'un seul appel vidéo sur tout le match. Je pense qu'on pouvait s'en rajouter un ou deux de plus sans nuire à la rencontre. Donc, il aurait été bien qu'il appelle la vidéo. Mais je pense que c'est son arbitre vidéo, son équipe vidéo en tout cas, lui a confirmé que sa décision était bonne. Parce que sinon, s'il y avait eu un doute, il serait revenu dessus. Mais ça, c'est quelque chose qui est resté dans les 4 arbitres. Et nous, grand public, on n'a pas pu avoir cette analyse. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas éclairci cette situation. Mais malgré tout, j'ai la sensation avec l'image qu'on a eue que le ballon parte vers l'arrière. Donc il a bien arbitré. Je pense, oui. Et est-ce que les arbitres TMO, ils auraient pas pu revenir sur la course de Cheslin Kolbe aussi? Ah, évidemment. C'est un appel vidéo qu'on aurait pu rajouter. Alors, on resitue, hein, c'est essai en coin, c'est je sais plus, c'est la 2e ou 3e transformation, enfin en tout cas essai en coin, et donc Kolbe monte sur la transformation et contre Thomas Ramos, ça retire une possibilité de 2 points pour la France qui perd 1 point. Vous voyez un petit peu la conséquence si on regarde ça par le petit bout de la lorgnette, mon cher Laurent. Alors, on a vu quand même qu'il est parti un peu devant, on l'a vu après, mais on l'a vu. La règle est très claire. La règle est très claire. Le plan proposé par les équipes de TF1 est très intéressant, mais malheureusement assez loin. Donc, le joueur peut partir à partir du moment où le botteur a commencé à prendre son élan pour botter. Commencer à prendre son élan, c'est pas forcément vers l'avant. Certains botteurs, dans leur routine, mais ça Andrew sera plus capable de le dire que moi, peuvent faire un pas vers l'arrière avant de partir vers le ballon pour le botter. C'est dans leur routine. Ce pas vers l'arrière, c'est un pas, hein. Comme un démarrage, c'est pas le bras, comme un démarrage pour les botter. Maintenant, je connais beaucoup de joueurs, des joueurs qui vont très vite, Yoann Huget pourra le dire. Essayer de contrer un botteur à 25 mètres à toute vitesse, parce qu'il l'a pas contré quand même. C'était presque Cheslin Kolbe qui allait botter à la place de Thomas Ramos tellement il était en avance. C'est pas, il a pas contré du bout des doigts, parce qu'il fait 1m71, Cheslin Kolbe, donc il l'a pas contré du bout des doigts. Donc ça veut dire qu'il avait une énorme avance. Moi, je pense qu'il a pris ce 1m50 d'avance et il s'est dit, advienne que pourra. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au pire, Thomas Ramos retentera sa transformation. C'est dur à pense entendre. que les joueurs ne peuvent bouger cette fois-ci. C'est que le règlement est très précis là-dessus. Donc il a tenté, ça a fonctionné, point. Pas d'appel vidéo, c'est passé crème. 2 points de perdu. Et on perd effectivement d'1 point. Yoann Huget, analyse, commentaire sur le développement là de Laurent Cardona. C'est impossible. C'est impossible qu'il contrôle le ballon s'il part pas devant. J'ai pas voulu le dire comme ça, mais j'ai joué 6 ans avec lui. On est monté en tout et pour tout 200 fois. Et je peux vous dire qu'on était loin du ballon. En plongeant et quand je vois ça, moi je pense que l'arbitre a fait retaper la transformation. Et j'ai vu, mais c'est pas possible. Et donc on discutait avec Yannick Nianga sur le plateau. J'ai dit, Yannick, il est parti devant, j'ai même pas besoin de regarder la vidéo, de regarder quoi que ce soit. J'ai joué 6 ans avec lui, je peux vous dire qu'il est parti devant, c'est sûr. Parce qu'il y a des fois où on était mené
d'un point et il y avait une transformation où on gagnait d'un point et on s'est envoyé à monter le plus vite possible et ça marchait pas. Ça marche pas. Ça fait 20 ans. Est-ce que vous avez vu ça une seule fois dans le rugby depuis 20 ans? C'est un peu ce que j'ai dit dans le commentaire, moi aussi. Andrew Mertens, vous qui avez buté, voilà, ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu cette montée de Colby? Pareil que Johan, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas un buteur qui prend beaucoup de temps. C'est bon, il est bien, comment dire, il a sa routine. Oui, voilà, mais il est bien propre avec sa routine et tout ça, mais il prend pas beaucoup de temps. Et bon, on a vu il y a quelques ans, il y avait Irlande contre Nouvelle-Zélande. Ils ont fait l'avance. Et les Néo-Zélandais, ils ont pris une deuxième tentative pour la transformation. Ils ont marqué la deuxième fois, donc c'est grâce à ça, mais ils ont même pas contré. Donc les Irlandais ils sont partis trop vite, ils ont refait la transformation et les Blacks ont gagné. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Juste Laurent Cardona, là on sait qu'il y a le Hawkeye, on sait qu'il y a le TMO, voilà, pourquoi il n'y a pas eu, ou en tout cas le Tchèque a dû valider la montée de Colby. Ça c'est bizarre quand même. Ouais, là je suis très très étonné pourquoi Ben O'Keefe a validé cette situation aussi rapidement, sans avoir le doute, comme nous l'avons tous. Il a que 34 ans, mais c'est quand même un arbitre d'expérience. Tout ce qui vient d'être dit, c'est impossible. J'ai pas voulu le dire comme ça, mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je comprends pas pourquoi il n'a pas posé la situation, dire hop, on a un doute, il faut qu'on vérifie, c'est une situation importante, c'est 2 points, vidéo, on prend départ de Justin Colby, départ de Thomas Ramos, qui effectivement est très proche du ballon quand il botte. Et puis point, ça aurait clarifié la situation, on aurait refait faire la tentative de transformation sans possibilité pour les Sud-Africains de monter parce que c'est la deuxième fois. Et c'était terminé. Et là, on a créé une situation de doute, il a laissé une situation de doute. Et je pense très sincèrement qu'au final, il a tort. Bon, il a tort. Jean-Baptiste Dex en Provence est avec nous. Oui, bonsoir Jean-Baptiste, merci d'être avec nous, fidèle auditeur Sud Radio. Votre point de vue et peut-être un point sur lequel vous voudriez revenir, un point précis, on les a un petit peu épluchés là depuis le début parce qu'il y en a quelques-uns. Et voilà, quel est votre sentiment ? Sur l'arbitrage, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que l'essentiel a été dit. Moi, j'ai été surpris de voir effectivement qu'il y avait si peu d'appels à la vidéo, au contrôle vidéo, après les doutes que vous avez émis. Maintenant, effectivement, il faut arriver à repartir, à redémarrer. Et c'est là-dessus que c'est le point sur lequel je voudrais revenir. C'est que cette équipe a été combative du début à la fin du match. Je suis professeur d'arts martiaux et donc je suis sensible à cette notion-là. C'est-à-dire le combat. Moi, j'ai vu une équipe qui, de bout en bout, a été extrêmement déterminée, très martiale, qui n'a pas eu peur du contact, qui s'est, bon, on a oublié, enfin, il faut rappeler quand même qu'elle remporte cette première mi-temps, que quasiment jusqu'à la fin, on a la sensation qu'elle peut l'emporter. Elle a été au mental. Alors effectivement, on perd à 2 points, mais c'est une équipe qui a montré, de mon point de vue, quelque chose qui passe un peu à la trappe dans les commentaires. C'est un grand sens de l'honneur. Et je pense que la France peut être fière du match que son équipe a joué hier. L'équipe nationale a donné une très belle image, une très belle démonstration du rugby français et du sens de l'honneur qu'on attend à l'occasion d'un match de cette importance-là. Vous avez tout à fait raison, Jean-Baptiste, et c'est pour ça qu'on a vraiment des regrets et qu'on est un peu inconsolable ce lundi. Johan, peut-être retour sur et commentaires sur les mots de Jean-Baptiste. C'est vrai que l'état d'esprit, c'était hier soir, mais c'est aussi depuis 4 ans comme ça dans cette équipe de France. Oui, c'est 4 ans, et j'ai trouvé les Français qui voulaient prendre les Sud-Africains sur leurs points forts. Dès la première minute, les prendre vraiment dans l'axe et ils ont remis cette équipe de France en haut du toit du monde du rugby, à tutoyer les étoiles et c'est vrai qu'on est déçus parce que on y croyait tellement, on pensait que les planètes étaient vraiment alignées pour nous et on a une petite météorite qui nous est tombée dessus, quoi. Mais pas
on maîtrisait tous les compartiments et le seul compartiment qu'on ne peut pas maîtriser, c'est l'arbitre. Et malheureusement, c'est difficile à accepter. Ouais, Andrew, c'est intéressant ce que nous disait Jean-Baptiste sur effectivement cet état d'esprit du 15 de France. Comment vous le voyez et qu'est-ce que du coup il nous a manqué? On avait l'état d'esprit, on avait des bons joueurs. Voilà, c'est uniquement, on va dire le monstre sud-africain qui nous a qui a été finalement plus fort que nous. Oui, c'est juste ça. Et je pense pas qu'il y ait une autre équipe qui peut vraiment avoir confiance d'avoir gagné les Sud-Africains hier soir. Donc c'est vraiment dur. En plus, ils ont envoyé un peu de jeu. Donc ils ont démarré le match en envoyant du jeu, et comme les Français. Donc j'étais étonné de voir les deux équipes de marquer 6 essais dans le premier mi-temps. C'était super à voir en tant que neutre. Mais j'étais un peu étonné, mais en tout cas, les Sud-Africains, ils en ont profité au début. Après, les Français, ils allaient chercher, et ils ont très bien joué également. L'énergie, tout ça, Dupont qui a sorti le ballon très 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 vite, surtout à Penaud, à l'autre côté, le côté droit. Donc juste, il semblait de chercher mettre sur les talents les Sud-Africains, de reculer. Ouais. Donc d'ailleurs, on posait la question à Laurent Cardona. Là, il aurait pu nous accorder une petite pénalité là sur la dernière action, le dernier rush là des Français qui avaient contre-attaqué pendant 60 mètres, qui étaient partis de leur camp et qui ont essayé d'aller chercher une faute. Il y a eu un 4 appuis de Quagga Smith, il y a eu le plongeon à la piscine municipale de Dion Fourie. Enfin bon, c'est il y avait un peu tout. Ouais. On est d'accord. Oui, je crois qu'il avait refermé le livre et mis son sifflet à l'intérieur du livre. Et il avait décidé très certainement que c'est pas lui qui ferait rebasculer le score et que c'est les équipes qui se débrouilleraient toutes seules. Et que du coup, voilà, il a pas. Quand on est arbitre, je veux pas vous donner des secrets d'arbitrage, vous êtes suffisamment professionnel du rugby par rapport à moi, mais les secrets d'arbitre, c'est quand on est sur une fin de match comme ça, se joue un point. L'arbitre ne veut pas faire la décision, sauf si c'est une décision extrêmement claire et non contestable. Là, on était sur effectivement un peu tout là. Ça nous semble très clair, nous Français, ça nous semble très clair, mais parce qu'on a un petit côté chauvin quand même, mais il fallait que ce soit beaucoup plus clair que ça. Et vous allez me sauter dessus en me disant mais comment ça peut être plus clair que ça alors qu'on voit que ça. Mais pour un arbitre, c'est pas si évident. Et voilà, il a été permissible sur le jeu au sol, et je trouve dommage parce que ce que j'avais dit avant le match, que c'était une de ses principales forces, sa précision sur le jeu au sol. Et je n'ai pas retrouvé le Ben O'Keefe que j'ai observé durant les phases qualificatives, qui nous avait énormément pris contre l'Uruguay. 15 pénalités, je vous rappelle, et je crois qu'il y en a au moins un tiers, c'est sur le jeu au sol. Donc, Andrew a demandé si l'arbitrage changeait pour les phases finales. Normalement, non. Mais peut-être que l'événement écrasant fait changer l'arbitrage des arbitres. Voilà, qui peut arriver. Jean-Baptiste, juste, vous qui êtes donc un spécialiste des arts martiaux, voilà, comment on va dire dans les arts martiaux, on essaye de remonter après une défaite aussi dure. Voilà, est-ce qu'il y a des petites recettes dans votre sport, dans vos sports? Oui, la respiration et accepter le réel tel qu'il est. C'est-à-dire que le résultat s'est présenté, on peut le contester de telle ou telle manière. Le résultat est passé, et donc même si c'est dur à accepter, il faut le prendre tel qu'il est et s'accrocher à tous les points positifs qu'on peut trouver. Et là, il y en a. Et je me permets vraiment d'insister sur cette question de la combativité. Oui. On a une équipe qui s'est avérée très martiale et sincère dans ses engagements. Et là, il y a effectivement les clés d'une réussite future et j'espère certaine. Merci Jean-Baptiste d'Aix-en-Provence. Voilà, nous aussi on va respirer un petit peu, voilà, parce qu'on est un peu tendu là depuis hier soir, et on se retrouve très vite dans Au cœur de l'année. Merci pour votre fidélité. Johan, Andrew et bien sûr Lucien sont toujours là, et Laurent bien sûr pour le qui je suis dans quelques minutes, et puis on va prendre encore un auditeur qui est avec nous parce que on a envie de prolonger aussi l'analyse. Il y a peut-être encore une petite erreur qu'il a commise. Voilà, on essaie de trouver des trucs pour se remonter le moral. Allez, à tout de suite. François Trio.
Le qui je suis dans quelques instants pour gagner des cadeaux, bien sûr. Oui. Un ballon Gilbert Sud Radio que vous allez bien sûr pouvoir jouer après ce jeu et notre Jean-Pierre Foucault à nous. C'est Lucien Gasparat qui va être là d'ici quelques secondes. Laurent Cardona est là. On aime les arbitres, on aime Laurent Cardona, mais il y a des jours où bon, voilà, on trouve que notre sport est trop dur avec nous. Johan Huget, Andrew Mertens, bien sûr. Et puis un dernier auditeur, peut-être avant de passer au jeu, c'est Patrick de Toulouse qui est avec nous en direct. Patrick, oui, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez retenu et sur quel point vous voulez vous exprimer ce soir dans Au cœur de la mêlée? Alors moi je voudrais parler du calendrier du top 14 qui est trop chargé parce que les joueurs par exemple du Stade Toulousain ils sont rentrés en stage avec l'équipe de France au bout de 2 semaines. C'est vrai. Et je pense que ça manquait de fraîcheur et puis on a pas mal de blessés. Hein. On s'aperçoit qu'il y a eu Gelonge, Tamac, Dupont, Bail, Marchand. Donc je pense que c'est un peu compliqué pour le calendrier. On va faire réagir Johan Huget. Vous connaissez ce problème, c'est le problème insoluble des rugbymen français. Mais là, sur les Toulousains qui ont été blessés, voilà, ont-ils été entre guillemets surmenés, eux qui ont été champions? Bah oui, bien sûr. Mais c'est la loi du championnat qui me semble, on le sait. Hein. Mais sincèrement, aujourd'hui, on ne peut rien y faire. Donc, c'est un dialogue de sourds entre l'économie et la santé des joueurs. C'est juste ça. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et encore, je trouve que le staff, les staffs, oui, il y a eu des concertations. Général, des concertations. Les joueurs ont eu 5 jours, après 5 journées maximum, un week-end de repos. Le staff toulousain a été incroyable toute l'année dernière parce que je connais le staff, donc c'est pour ça que je me permets de parler d'eux. On essaie de travailler main dans la main avec l'équipe de France pour les amener au maximum de leur fraîcheur jusqu'à la fin. Et comparé à l'année d'avant, on a senti une équipe toulousaine qui est arrivée plus en forme sur les phases finales que l'année précédente. Voilà Patrick, ce qu'on peut dire, mais c'est un problème compliqué, mais à la fois on le vit depuis des décennies, hein, on peut dire Patrick, mais on a l'impression que ces 4 dernières années, en tout cas les 2-3 dernières années, il y a eu une concertation maximale, un dialogue permanent entre le 15 de France et les staffs des clubs, et notamment le staff toulousain, et grâce aussi à l'entremise du président Didier Lacroix, qui est aujourd'hui aussi très influent du côté de la Ligue nationale de rugby. Merci Patrick d'avoir été avec nous. On est triste ce soir, mais voilà, le top 14 va reprendre, le Stade Toulousain va reprendre bien sûr, et on repartira parce qu'il y a toujours des rebonds favorables au rugby, ça on le sait. Merci Patrick, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Le qui je suis avec les cadeaux. Nous y sommes. Allez, voilà, faisons plaisir à nos auditeurs qui sont là, bien sûr. C'est parti, jingle. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Qui êtes-vous, Lucien? Je suis le Jean-Pierre Foucault de Au cœur de la mêlée. C'est pas moi qui le dis, c'est François Trio. Et on est ravis d'être dans ce qui je suis pour se remonter le moral après cette cruelle défaite. Et on va se remonter le moral en gagnant un ballon officiel Gilbert estampillé Sud Radio. Voilà, c'est cruel de perdre en quart de finale, mais c'est encore plus cruel de perdre au qui je suis. Et nous sommes ce soir avec Lucas de Lyon. Bonsoir Lucas. Bonsoir à tous Sud Radio, merci. Et avec Jean-François de Agen. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir à tous et bonsoir Lucas. Le top 14 contre la Pro D2, Lyon contre Agen, Lucas contre Jean-François. J'espère que vous êtes prêts. Je rappelle les règles. Je vais donc donner des indices pour trouver un joueur ou une personnalité du monde de rugby. Le premier à 3 points en l'emporte et remporte ce ballon. Et alors, précision importante, règle importante, il faut bien que vous me donniez votre prénom avant de donner le nom du joueur ou de la personnalité pour remporter le point. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. À mon top
Top, mon nom de famille rappelle le bonheur, mais du bonheur, je n'en ai pas donné aux supporters français hier. J'ai fait des études d'ophtalmologie, je pourrais m'appliquer une consultation à moi-même tant j'ai vu flou hier lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2023 entre la France et l'Afrique du Sud. Je suis originaire d'un pays où il y a plus de moutons que d'habitants. Mon prénom c'est Ben. J'étais hier l'arbitre de la rencontre. Jean-François. Lucas Ben O'Keefe, un point pour Lucas. C'était pas vraiment le bonheur qu'il nous a envoyé, mais... Voilà, mais bon, les études d'ophtalmologie, il pourrait les prolonger. On continue. Top, je ressemble à Sylvie Vartan. Pourtant, j'étais hier sur la pelouse du Stade de France. Mon prénom est un surnom pour dire facho. Je suis demi de mêlée. Je suis né en 1991. Il se prénomme François. Oui. Lucas Favre de Clercq. Et 2 points pour Lucas, décidément. Allez, ton fort. Et c'est notre Sud-Africain du qui je suis, Lucas Jean-François Dejean. Il va faire une remontada, ce que n'a pas fait l'équipe de France hier. C'est dur. On continue. Peut-être le point décisif pour Lucas, qui s'il l'emporte, il remportera le ballon estampillé Sud Radio. Jean-François, c'est peut-être le moment de remonter. On y va. Top. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye, mais je débute le rugby au Stade Calédonien en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai un style de jeu de toréador. J'évite les adversaires tel le toréador qui évite le taureau. C'est ce que j'ai fait hier. Toutefois, hier, j'ai fait un coup de pied de moins 5 mètres, comme l'a si bien dit François. Je suis joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Jean-François Jalibert. Ouais, c'est un point pour Jean-François Mathieu Jalibert. Bravo. Non mais moi j'aimerais bien qu'on fasse quand même une question entre Johan et Andrew. Bon, il y a bien sûr et quand même que nos 2 candidats Lucas et Jean-François soient là pour assister à ça quand même, à ce bras de fer. Attention Andrew, parce que je suis sur une grande. Oui, on m'a vanté les qualités de Johan sur le qui je suis. Est-ce qu'on fait un point entre les deux du coup? Ouais, voilà le golden point. Bon, et du coup, Johan représente Lucas et Andrew représente. Allez, vous êtes d'accord? Jean-François. Oui, bien sûr. Écoutez. Sois bon, Johan. Hein. Oh, je suis désolé. C'est parti. Top. Je suis le roux le plus lourd de l'Afrique du Sud. Mon nom de famille rappelle une mitre. Johan. Kick-off. Et c'est exactement ça, point pour Johan. C'est donc une victoire de Lucas qui remporte le ballon estampillé Sud Radio. Bravo Jean-François, vous êtes bien battu. Mais malheureusement... Bravo Jean-François. Bravo Lucas. Et bravo à Johan aussi, toujours aussi intraitable qui je suis. Il faut organiser un Hall of Fame des qui je suis. Ouais, c'est impressionnant. En tout cas, on était ravis de vous avoir. Lucas, Jean-François, merci pour votre fidélité. Voilà, essayons d'avoir un petit peu le sourire, parce que quand même ces Bleus nous ont fait rêver pendant 4 ans. Et on pense à eux, c'est dur pour eux ce soir. Et voilà, ils vont bien sûr rebondir. Merci Andrew Mertens d'avoir été avec nous dans le studio. Johan, on se retrouve bien sûr très vite. Ouais, merci. Et puis Laurent, bravo pour ces éclairages aussi. Voilà, on aime les arbitres, on le répète. Et voilà, et on sait que l'arbitre a toujours raison, mais parfois aussi on peut se poser des questions et vouloir des réponses. Merci Lucien d'avoir été avec nous. Excellente soirée sur Sud Radio. Les clés d'une vie, Jacques Pessis bien sûr. Les clés d'une vie, ça a du sens ce soir. Allez, à très vite sur Sud Radio et on se retrouve demain à 20h au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services.